Lentement et péniblement, les experts découvrent les comportements des tueurs en série. Mais ces mêmes règles s'appliqueraient-elles à une femme? En décembre 1989, des policiers découvrirent une voiture abandonnée sur l'accotement d'une autoroute de Floride, près de Daytona Beach. La voiture appartenait à un homme de Tampa du nom de Richard Mallory, 51 ans, disparu depuis plusieurs jours. Quelques 10 jours plus tard, on découvrit le corps de Mallory nu et criblé de balles de calibre 22 à 3 km de sa voiture. Les policiers interdirent l'accès du secteur afin d'y trouver des indices. C'est Larry Orzepa de la police du comté de Volusia qui était chargé de mener l'enquête. Au début, nous ne savions pas trop ce que nous avions entre les mains. Alors, comme pour toutes nos enquêtes, nous avons littéralement recueilli tout ce qui pouvait être lié au crime. Mais les enquêteurs ne trouvèrent rien de déterminant. Le manque d'indices bloquait la progression de l'enquête. Pendant que les policiers de Volusia tentaient d'élucider ce cas, les policiers des localités avoisinantes étaient confrontés à des meurtres similaires. Pris par leur travail, ils n'étaient pas au courant des préoccupations des autres postes de la région. Nous ignorions tout des autres meurtres qui s'étaient produits pendant l'année. Nous étions concentrés uniquement sur notre cas. Mais plus le nombre de victimes augmentait, plus la police put observer une similitude entre les meurtres qui s'étaient produits partout dans l'État de la Floride. Finalement, les différents départements de police décidèrent d'unir leurs ressources. Nous avons relevé des ressemblances, comme le fait que tous les hommes avaient plus de 45 ans, qu'ils voyageaient seuls sur des autoroutes importantes. Les corps avaient tous été laissés près d'une autoroute, et leurs voitures étaient toujours à un autre endroit. Le tueur était méthodique et constant. On avait tiré dans le torse de toutes les victimes, sauf une avec un pistolet de calibre 22, une arme à feu relativement petite. Et dans chacun des cas, le siège du conducteur avait été avancé à la position la plus rapprochée du volant. Ces indices suggéraient que le tueur était petit, assez même pour être une femme. Si cette supposition était vraie, il s'agissait d'un cas unique. Jamais on n'avait vu de femme tueur en série. Mais ça ne demeurait qu'une supposition, puisque le tueur avait été prévoyant et avait effacé toute trace d'empreinte digitale. Le 4 juillet 1990, une femme appela la police et déclara qu'elle avait vu une voiture foncer dans une clôture, puis faire demi-tour et prendre la fuite. 2 femmes se trouvaient à bord, une grande blonde et une petite brune. Quelques kilomètres plus loin, on retrouva une voiture correspondant à la description de la dame. D'autres témoins firent la description des 2 femmes. La vérification des plaques d'immatriculation révéla que la voiture appartenait à un certain Peter Sims, un missionnaire itinérant de 65 ans, disparu depuis un mois. Croyant qu'il y avait peut-être un lien entre ce cas et les autres meurtres, les enquêteurs envoyèrent la voiture à Merv Stevens du département des forces judiciaires de Floride. Le véhicule avait été nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur. L'analyste a retiré l'accoudoir et découvert, juste en dessous, l'empreinte d'une main ensanglantée. C'était le seul indice dont il disposait. Mais une empreinte de sang est extrêmement fragile. Les spécialistes n'avaient qu'une seule chance pour l'analyser et ainsi retracer le tueur. Aucune erreur n'était permise. Ils ont prélevé l'empreinte en tout dernier lieu. Une fois qu'ils ont découvert ce qu'ils croyaient être une empreinte de sang de couleur brun-rouge, ils l'ont photographiée en utilisant différentes techniques d'éclairage.
Mais une empreinte de sang a tendance à sécher. Une fois qu'elle est sèche, elle devient fragile. Le simple fait de la déplacer ou de la manipuler peut la faire s'effriter complètement. Après l'avoir photographiée, on appliqua avec précaution du ruban adhésif transparent par-dessus. Le moindre pli risquait de compromettre l'opération. Avec le plus grand soin, le ruban fut alors soulevé. Une fois cette opération terminée, on fixa l'empreinte sur un carton blanc. Les analystes avaient réussi leur délicate opération. Ils examinèrent l'empreinte de la main et la comparèrent à celle de criminels connus dans l'État de Floride. Stevens découvrit qu'elle correspondait à l'empreinte d'une certaine Laurie Groody, déjà accusée de possession d'armes. Groody était également connue sous le nom de Cammie Green et Eileen Wuornos. La plupart des voitures des victimes ayant été cambriolées, les policiers enquêtèrent également auprès des prêteurs sur gage. Ils espéraient ainsi trouver d'autres indices. Chez un de ces prêteurs, ils trouvèrent un billet au nom de Cammie Green qui y avait laissé une caméra de marque peu commune et un détecteur radar. Ces objets étaient précisément manquants dans la voiture de Richard Mallory. Comme les prêteurs sur gage de Floride sont tenus par l'État de prendre les empreintes digitales de leurs clients, ils purent ainsi comparer les empreintes de Cammie Green à celles prélevées dans la voiture. Les empreintes correspondaient. On venait de lier l'empreinte de sang et les objets volés au mystérieux tueur. Les enquêteurs retrouvèrent la trace d'Eileen Wuornos à Daytona Beach, où elle était sympathisante d'un groupe de motards. Elle fréquentait un bar appelé The Last Resort et dormait souvent sur une banquette derrière le comptoir. Des agents doubles l'avaient à l'œil en attendant de disposer de suffisamment d'éléments pour procéder à son arrestation. Mais l'annonce d'une fête de motards de tout l'État, prévue pour le week-end suivant, obligea les enquêteurs à agir plus rapidement, car ils craignaient de perdre sa trace. Le 9 janvier 1991, les policiers procédèrent à son arrestation. Dans ses effets personnels, on trouva la clé d'une consigne qui s'avéra contenir les effets volés des victimes. L'étau se resserrait autour de Wuornos. Les enquêteurs firent des pressions auprès de ses amis pour obtenir de l'information. Elle passa aux aveux afin de les tenir en dehors de cette histoire. Elle fut accusée du meurtre de 6 hommes devant les tribunaux de Floride et reconnue comme une des premières femmes tueurs en série. En décembre 1989, Eileen Wuornos avait choisi de faire de l'autostop avec des hommes d'âge mûr, de les piéger en leur offrant son corps contre rémunération pour ensuite les tuer dans un endroit isolé. Mais pourquoi? Wuornos déclara qu'il s'agissait d'autodéfense, mais Larry Ozepa avoue ne pas y croire. I think as she was applying her trade, Je crois qu'elle se prostituait et qu'un jour, elle a tenté l'expérience d'apporter une arme avec elle. C'était avec Mallory. Une fois qu'elle a tué ce premier homme, elle a trouvé cela facile et s'est dit « Pourquoi ne pas recommencer ?» Anne Rule a étudié des cas de femmes meurtrières. Elle ne croit pas que le vol était le principal motif d'Eileen Wuornos. Elle croit plutôt qu'elle s'est sentie abusée par les hommes et que les tuer était en quelque sorte une vengeance. Sa haine était semblable à celle des tueurs en série. De toutes les femmes que j'ai étudiées, elle est la seule qui avait une constance dans le type de victime qu'elle choisissait. Une manière de procéder qui passe d'un étranger à un autre, comme tout... À Reno, au Nevada, 2 femmes non identifiées sont retrouvées mortes. Est-ce que de minuscules fibres permettront à la police de démasquer leur meurtrier? Un squelette, un sac d'emplettes et un bouton sont les seuls indices dont disposent les enquêteurs pour identifier une victime et son meurtrier. Un marin est tué sur une plage de Floride.
Seule une empreinte de pneu marque le passage du coupable. Les preuves d'un meurtre échappent souvent à l'œil nu. Mais aucun meurtrier ne peut empêcher le moindre soupçon de vérité de mettre les policiers sur leur piste. Reno, au Nevada, est une ville de jeu. En février 1995, un homme prit le parti de tuer sans laisser de traces. Un vagabond fouillait dans une benne à ordures lorsqu'il fit une découverte macabre. Des agents de police de Reno se rendirent immédiatement sur les lieux et trouvèrent le corps d'une femme. Elle était ensevelie sous un tas d'ordures. Pour la police, le mythe du meurtre parfait n'existe plus. Aujourd'hui, les sciences judiciaires permettent de résoudre un cas avec les indices les plus infimes. Mais dans ce cas-ci, c'était comme si le tueur avait décidé de défier le hasard. Plutôt que de se débarrasser du corps dans le désert, où personne ne l'aurait peut-être jamais retrouvé, il en avait fait un paquet et l'avait abandonné dans une benne en espérant qu'elle serait vidée et que personne ne s'en rendrait compte. Il avait procédé de façon bien étrange. La victime avait été placée à l'intérieur de plusieurs sacs à ordures qui avaient ensuite été cousus à l'intérieur d'un sac de couchage. Le tout avait été enveloppé dans du plastique jaune retenu par une corde. C'est le détective David Jenkins qui effectua l'examen préliminaire de la dépouille. C'était très inhabituel et très élaboré comme façon d'envelopper un cadavre. Le meurtrier y avait mis beaucoup d'énergie et de temps. C'est plutôt rare que les tueurs se débarrassent ainsi d'un cadavre. Cette façon de procéder donnait déjà maintes indications à la police. Le meurtrier avait eu besoin de temps pour fabriquer cette sorte de momie, et il avait accompli cette sordide tâche dans un endroit où il était absolument seul. Pour procéder à l'identification de la victime, les détectives consultèrent les dossiers des personnes disparues. Un des cas retint leur attention. Grâce à des photos et aux empreintes digitales de la victime, les policiers déterminèrent qu'il s'agissait de Catherine Powell. Elle avait disparu le vendredi précédant la découverte du corps. Ses patrons avaient signalé sa disparition le lundi suivant, soit 3 jours plus tard, lorsqu'ils avaient constaté qu'elle ne rentrait pas travailler. Powell était institutrice dans une école élémentaire et elle était très aimée de tous, par les enfants, mais aussi par les autres employés. Dès qu'on a signalé sa disparition, tout le monde a senti que quelque chose de grave était arrivé. Ses collègues et les membres de sa famille étaient convaincus que sa disparition laissait présager une issue sinistre. On était loin de penser à une simple fantaisie de sa part. Chez elle, les policiers ne remarquèrent aucune trace d'entrée par effraction ni de lutte. Mais lorsque les membres de sa famille arrivèrent pour examiner les lieux, ils remarquèrent que plusieurs choses avaient également disparu. Un ordinateur portable et une imprimante, une caméra et son sac à main. Pendant que les détectives fouillaient l'appartement,
les experts judiciaires examinaient les indices provenant de la benne à ordures. S'il y avait le moindre indice dans les multiples enveloppes entourant le cadavre, les analystes furent incapables d'en découvrir un seul. Les enquêteurs n'avaient jamais travaillé sur un cas semblable. Le tueur avait le souci du détail, ce qui était plutôt inquiétant. Les experts concentrèrent d'abord leur attention sur la dépouille. Les cordes et les diverses enveloppes seraient analysées plus à fond ultérieurement. Les policiers ignoraient comment la victime était morte. Il n'y avait aucune trace de traumatisme sérieux sur le corps. On devrait faire appel à la criminalistique pour connaître le fond de l'histoire. Pour un œil averti, il y avait plusieurs indices révélateurs. La tâche fut confiée à l'expert Rich Berger du laboratoire judiciaire de Washoe County. Je ne me rappelle pas avoir trouvé autant d'indices potentiels lors de l'autopsie d'un corps. À plusieurs endroits, il y avait des fils bleu-vert. La victime avait aussi des fibres de tissu des pieds à la tête. En plus des fibres, Berger découvrit un fragment de métal emmêlé aux cheveux de la victime. Aucun de ces indices ne correspondait aux échantillons recueillis dans l'appartement de la jeune femme. Tout portait à croire qu'ils étaient reliés au meurtrier. Il y avait également quelques blessures révélatrices sur le corps de la victime. Elle avait été ligotée, bâillonnée et peut-être torturée. Les blessures laissaient présumer que le meurtrier était vraisemblablement un homme. Certains éléments semblaient toutefois indiquer qu'il n'avait pas agi seul. Alors que l'équipe de médecins légistes poursuivait ses recherches, le détective Jenkins passait en revue les relevés des cartes de crédit de la victime. Tout achat récent pouvait lui fournir de précieuses informations. Sa carte avait été utilisée pour l'acquisition d'une chaîne stéréo de 2000 $ le 5 février, le jour même de sa disparition. Le commis déclara qu'il s'était entretenu avec la cliente. Elle s'appelait Powell. Elle avait déclaré être Catherine Powell. Elle achetait cette chaîne pour l'offrir à sa fille à l'occasion de son mariage. Nous avions rencontré la famille de Powell et nous savions qu'elle n'avait pas d'enfants. Selon le commis, la cliente ne correspondait pas à la description de la victime. Il se rappelait également un détail important, le véhicule que conduisait sa cliente. Les détectives parvinrent à retrouver son propriétaire, un certain David Middleton, installateur de câbles. Cette piste nous a permis de concentrer nos efforts sur cet individu, plutôt que sur les seules circonstances entourant la disparition de la victime et l'utilisation de ses cartes de crédit. Les policiers interrogèrent David Middleton au sujet de Catherine Powell. Ce dernier avait récemment installé le câble dans l'appartement de Powell, mais il n'avait échangé que quelques mots. Il ignorait tout de sa disparition, de son meurtre et de ses cartes de crédit. Une vérification de ses antécédents permit à la police de constater que Middleton avait déjà été incarcéré. C'était un ex-policier. Dans l'exercice de ses fonctions à Miami, Middleton avait fait monter une jeune femme dans sa voiture de patrouille, l'avait conduite dans un endroit isolé et l'avait violée. Son insigne de policier lui avait été retiré et il avait purgé une peine de 3 ans d'emprisonnement. Après sa libération, il était parti vivre au Colorado avant de s'installer au Nevada. Sa petite amie fut accusée de fraude pour avoir utilisé la carte de crédit de Catherine Powell. Cette fraude permit à la police d'obtenir un mandat pour fouiller la résidence de Middleton. Nous avons trouvé une arme à feu, un fusil de chasse. La loi du Nevada lui interdisait de posséder cette arme parce qu'il avait des antécédents judiciaires. Middleton fut arrêté pour possession illégale d'armes à feu, mais rien ne démontrait qu'il était impliqué dans le meurtre de Powell. De plus, aucune fibre recueillie chez lui ne correspondait à celle qu'on avait trouvée sur la victime.
Middleton fut interrogé à nouveau. Cette fois-ci, il modifia sa version des événements. Il reconnut avoir eu une relation sexuelle avec Catherine Powell. Il avait passé du temps avec elle au cours d'une soirée, puis était parti pour 1 heure. Lorsqu'il était revenu, il l'avait trouvée morte. Il refusa d'en dire plus. Middleton était maintenant le suspect principal dans le meurtre de Catherine Powell. Malheureusement, les détectives n'avaient pas la moindre preuve de sa culpabilité. Au laboratoire judiciaire de Washoe County à Reno, les fibres découvertes sur le corps de Catherine Powell n'avaient pas fourni de nouvelles pistes aux enquêteurs. Dans l'espoir de trouver quelque chose, ils examinèrent à nouveau les blessures sur le corps de la victime. L'une d'entre elles retint leur attention. Elle était en forme de croissant. Il était possible qu'elle ait été causée par une morsure. Le détective Jenkins fit appel à l'odontologiste Raymond Rawson. J'ai vu quelques photos du corps qui avait été autopsié. Il y avait une blessure sur la partie gauche de sa poitrine, presque à l'aisselle. Cette blessure se démarquait des autres. Elle avait les caractéristiques d'une morsure. La police obtint un mandat l'autorisant à radiographier et à prendre un moulage de la dentition de Middleton et on envoya le tout à Rawson. Quelle pression devait exercer un individu en mordant pour laisser une telle blessure? Parfois, il y a des marques, mais il n'y a pas de blessure comme telle. Pour laisser une blessure, la pression de la mâchoire doit être d'au moins 90 kg. La douleur est insupportable et suscitera bien sûr des cris de la part de la victime. Ensuite, Rawson compara l'empreinte des dents de Middleton à la blessure de la victime. Il superposa à la photographie de la morsure la radiographie du suspect. Les deux images concordaient parfaitement. Une des dents avait des traces d'usure et cette trace était visible dans la blessure. Le lien était évident. La blessure confirmait que Middleton était en compagnie de Powell un peu avant sa mort. Une blessure aussi sévère ne pouvait pas avoir été causée lors des bas amoureux normaux. Mais cette morsure ne prouvait pas nécessairement qu'un meurtre avait été commis. Les policiers devaient trouver d'autres preuves plus directes. La nouvelle de l'affaire se répandit. Une personne désirant préserver l'anonymat appela la police pour donner un indice potentiel. Middleton avait loué un espace d'entreposage à Sparks, tout près de Reno. Les policiers obtinrent immédiatement un mandat pour fouiller les lieux. Cette information était significative parce que, pour la première fois, nous disposions d'un endroit spécifique où il avait pu envelopper le corps et le garder pendant un certain temps en lieu sûr. À première vue, l'endroit était normal. Il y avait de nombreux objets. Partout ailleurs, les morceaux de ruban adhésif et les cordes auraient semblé des objets bien inoffensifs. Mais avec la découverte de la chaîne stéréo qui avait été payée avec la carte de crédit de la victime, on approchait vraisemblablement du but. On découvrit ensuite les objets qui avaient disparu de l'appartement de la victime. Les agents savaient que Middleton s'était déjà trouvé chez elle. Il était possible qu'il n'ait commis qu'un vol. Quant aux menottes, elles étaient peut-être un reliquat du passé de policier de Middleton. Il était toutefois plus difficile d'expliquer pourquoi il y avait des sous-vêtements féminins déchirés et un pistolet paralysant. Les policiers s'apprêtaient à faire une autre découverte suspecte. Un réfrigérateur avait été couché sur le sol. La base du congélateur avait été découpée et on avait pratiqué des trous sur les côtés.
On l'avait modifié, probablement pour pouvoir y mettre un corps. Au-dessus du réfrigérateur se trouvait un système de poulies et de cordes qui était assez solide pour supporter le poids d'un corps humain. Les détectives pouvaient à peine imaginer les perversions auxquelles le suspect s'était adonné à cet endroit. C'était une chambre de torture. Le réfrigérateur posé à plat ressemblait à un cercueil. Mais Middleton était-il détraqué au point de tuer quelqu'un? Les détectives devaient trouver un lien entre la victime et lui. Dans le réfrigérateur, ils trouvèrent des fibres bleu-vert et des cheveux humains. Ces indices leur donnèrent un peu d'espoir. Le réfrigérateur fut transporté au laboratoire judiciaire où Richburger analysa les fibres. Les fils trouvés dans l'appareil semblaient identiques à ceux recueillis sur le corps de Powell. De plus, les marqueurs génétiques des cheveux étaient semblables à ceux de la victime. Les fibres sur le corps de Powell étaient du coton à 100% bleu-vert. Elles ressemblaient à celles du frigo, qui était également du coton à 100% et de la même couleur. Aussi, le fragment de métal trouvé dans la chevelure de Catherine Powell correspondait au métal et à la peinture du congélateur. Le fragment de métal trouvé dans les cheveux de la victime provenait des perforations rudimentaires qu'on avait pratiquées dans la paroi du congélateur pour laisser passer l'air. Les enquêteurs avaient enfin trouvé le lien qu'ils cherchaient. Les micro-indices démontraient hors de tout doute que la victime s'était trouvée dans l'espace d'entreposage de David Middleton. Il était plausible de présumer que sa mort avait été causée par la suffocation. Les trous étaient trop petits pour que l'oxygène entre en quantité suffisante. Pendant que les experts tentaient de reconstituer le crime monstrueux de Middleton, ils apprirent que Powell n'était peut-être pas sa seule victime. Le 9 avril, un homme faisait une promenade avec son chien aux abords de Verdi, au Nevada. Il découvrit un squelette humain au milieu de cordes pleines de nœuds et de sacs à ordures. Les policiers apportèrent le squelette au laboratoire judiciaire où l'on compara son code génétique à celui des personnes portées disparues. Les experts disposaient déjà d'un code génétique semblable dans leur dossier. Une vérification du dossier dentaire permit de confirmer l'identité de la victime. Elle s'appelait Thelma DeVilla et travaillait dans un des casinos les plus importants du secteur. On avait signalé sa disparition le 8 août 1994, le jour même où Middleton avait loué l'espace d'entreposage. Les cordes et les sacs à ordures trouvés sur son squelette n'étaient pas sans rappeler l'état dans lequel le corps de Catherine Powell avait été retrouvé. Les nœuds fournissaient également des informations sur les dernières heures de la victime. Dans les deux cas, les nœuds étaient extrêmement serrés, ce qui indiquait que les femmes étaient en vie lorsque leurs mains et leurs pieds avaient été ligotés. Elles s'étaient débattues vigoureusement pour dénouer leurs liens avant de mourir. Nous avons analysé les nœuds des deux meurtres et les avons comparés. C'était le même type de nœud dans les deux cas. L'ADN de DeVilla fut ensuite comparé à des échantillons recueillis dans l'espace loué par Middleton. Les résultats étaient indiscutables. Tout comme Powell, elle s'était trouvée à cet endroit. L'ADN de plusieurs autres personnes avait également été découvert au même endroit. Si David Middleton était un tueur en série, Powell et DeVilla étaient ses seules victimes connues. Les derniers éléments de l'enquête se mettaient en place. On avait pu reconstituer assez nettement la séquence des événements qui avaient conduit Powell à la mort. Middleton était installateur de câbles. Il avait sans doute eu accès à son appartement en prétextant qu'il devait vérifier le fonctionnement du câble.
C'est alors qu'il l'a agressée et qu'il l'a conduite à son espace d'entreposage. Une fois à destination, il l'a ligotée, brutalisée, puis enfermée dans le réfrigérateur. Elle est morte par manque d'oxygène. Middleton a ensuite méticuleusement enveloppé son cadavre dans des sacs à ordures, les a cousus dans un sac de couchage, puis a entouré le tout d'un plastique jaune retenu avec de la corde. Finalement, à la faveur de la nuit, il a jeté le corps dans la benne à ordures. Les policiers ont eu la chance que quelqu'un retrouve ce corps. Middleton n'avait sans doute pas pensé que cette benne pleine à ras-bord pouvait également attirer des clochards à la recherche de quelques trésors. Il avait été rusé, mais pas assez. Les enquêteurs avaient également découvert que Middleton avait installé le câble dans un appartement près de la résidence de Thelma Devilla la semaine précédant sa disparition. Un voisin se rappelait avoir aperçu Middleton dans les parages. Le 15 septembre 1997, un jury trouva David Middleton coupable de 2 meurtres au premier degré. Sans les preuves génétiques, les fibres, les fragments de métal, les experts et surtout le témoignage du médecin légiste, nous n'aurions eu aucune chance. Sans les micro-indices, nous n'avions rien. Les preuves étaient si convaincantes que Middleton fut condamné à 2 peines de mort par injection. Ce n'était pas le type de tueur habituel. Contrairement à la plupart d'entre eux, il était à la fois méfiant et rusé. C'est une combinaison dangereuse. Que le meurtre soit commis dans la jungle urbaine ou dans un endroit isolé en campagne, il reste toujours des indices pour raconter les événements. Le 22 mars 1988, au cœur d'une forêt au sud de Saint-Louis, commença l'enquête d'un des cas les plus mystérieux jamais rencontrés par une patrouille de l'État du Missouri. L'enquête portait sur des fragments d'ossements humains. S'agissait-il d'une sépulture ancienne ou des os d'une victime d'un meurtre récent? Il faudrait recourir aux technologies de pointe de la criminalistique pour élucider ce mystère. Les sergents Don Bezzelli, William Conway et D.W. Kreitz furent dépêchés sur la scène. J'ai reçu un coup de fil de la part du patrouilleur d'un camp scout qui m'a avisé qu'il avait découvert des ossements. Je me suis rendu à ce camp et il m'a conduit à l'emplacement de la tombe. Pendant près d'une semaine, Conway et Bezzelli fouillèrent le site avec soin. Les indices étaient rares. Un crâne et le maxillaire inférieur, quelques mèches de cheveux noirs, quelques os épars, dont certains étaient situés plusieurs mètres plus loin. D'autres portaient des marques de dents. Ils avaient probablement été rongés par des animaux. C'est une fosse peu profonde. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'ossements. Nous avons découvert quelques os plus loin dans le périmètre qui font sans doute partie du même squelette. Il va falloir analyser tout ça. Nous n'avons pas grand-chose pour le moment. Mais plus l'enquête se poursuivait, plus on découvrait des indices, notamment un sac à provisions en plastique. Nous avons d'abord pensé que nous étions dans un cimetière indien. Mais quand nous avons commencé l'excavation de la tombe et découvert un sac à provisions fabriqué probablement entre 1979 et 1985, cela nous a réellement aidés. Un autre indice allait bientôt jouer un rôle important dans la découverte de l'identité de la victime. Il s'agissait d'un bouton de métal sur lequel était gravé le logo Tex Wood. Les semaines suivantes furent décevantes pour Conway et ses collègues.
L'enquête préliminaire révéla que les ossements provenaient d'une femme de 25 à 30 ans, mère d'au moins 2 enfants. L'identification de cette victime paraissait facile compte tenu que sa dentition était en excellent état. Le crâne et les dents qui ont été trouvés n'indiquaient ni carie ni obturation, ce qui est très rare chez les Nord-Américains. Nous avons ainsi pu éliminer plusieurs dossiers de personnes disparues. Ils contactèrent l'anthropologue légiste Michael Charney de l'Université d'État du Colorado, reconnu pour son talent à identifier des individus à partir de fragments de squelettes. Ses connaissances extraordinaires lui permettent de découvrir l'âge, le sexe, la race et même de reconstituer l'apparence physique d'une personne disparue. J'ai dit « Attendez une minute ». La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une femme de race blanche. C'était une orientale, quelqu'un de souche mongoloïde, amérindienne, chinoise, japonaise, inuite ou quelque chose de genre. Charney avait tout de suite vu ce qui avait échappé aux enquêteurs. Les personnes de race blanche ou noire ont des visages relativement étroits et longs, alors que les peuples de Mongolie et d'Asie du Nord-Est ont des visages beaucoup plus larges. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivaient leurs recherches à partir des autres indices découverts dans la tombe. Leur attention était principalement axée sur le bouton et son étrange logo. Nous avons pensé que ce bouton serait facile à identifier à cause du mot Texwood qui était inscrit. Nous avons téléphoné au Texas dans l'espoir que quelqu'un là-bas saurait quelque chose. Nous avons trouvé toutes sortes de manufacturiers du nom de Tex ou Texwood au Texas, mais il n'y avait pas de lien possible avec le bouton. Finalement, nous avons contacté les douanes américaines et quelques heures plus tard, un agent de New York nous a rappelés. Il nous a mis en contact avec un représentant de Texwood, une compagnie qui fabriquait des blue jeans à Hong Kong. On les surnommait les Levi's de l'Orient. Texwood distribuait ses jeans exclusivement en Asie. Ce sont des jeans plus étroits et dessinés spécialement pour s'adapter au physique des Asiatiques. Le portrait de la victime commençait à prendre forme. Et plus important encore, il correspondait à ce que Michael Charney avait découvert, une femme mince, asiatique, entre 25 et 30 ans, mère d'au moins 2 enfants. Jusqu'à présent, toutes les tentatives d'identification de la victime avaient échoué. Charney leur fit une suggestion. Pourquoi ne pas tenter de recréer le visage de cette femme? La reconstitution d'un visage à partir d'un crâne est une des techniques les plus spectaculaires de l'arsenal de la criminalistique. Elle requiert avant tout une grande précision mathématique. Une série de chevilles de caoutchouc sont fixées au moulage du crâne. Ces chevilles indiquent l'épaisseur de la chair à certains points stratégiques du visage. Elles sont ensuite reliées entre elles par des languettes d'argile. Peu à peu, le visage apparaît. On place des yeux de plastique dans les orbites, ce qui redonne littéralement vie au crâne. Un modelage soigneux et l'utilisation d'une éponge humide permettront de donner une texture réaliste à la peau. Un peu de peinture, une perruque noire et voilà la transformation complétée. Pour la première fois, nous avons un aperçu du visage de la victime. Quelqu'un pouvait-il maintenant reconnaître le visage reconstitué par l'équipe de Michael Charney? Le 24 août, on publia la photo du visage dans un journal de Saint-Louis. 3 jours plus tard, 2 personnes appelaient pour signaler avoir reconnu le visage. Il ressemblait à celui de Bon Chi Nyhouse. Cette mère de 2 enfants était originaire de la Thaïlande. Ses amis ne l'avaient pas vue depuis la fin de 1983. Bon Chi était l'épouse de Richard Nyhouse, ancien GI dont elle avait fait la connaissance à Bangkok pendant la guerre du Vietnam. Nous avons rencontré une première fois M. Nyhouse qui semblait vraiment être un citoyen très bien. Il avait une belle maison, bien entretenue. Vous savez, un honnête citoyen dans un quartier aisé. Il travaillait à temps plein et avait un revenu substantiel. Il élevait ses 2 fils qui allaient à l'église et étaient de bons élèves.
Niehaus justifia l'absence de sa femme en déclarant qu'après une série de disputes en décembre 1983, elle lui avait dit qu'elle le quittait, lui et leurs 2 fils, et retournait vivre à Bangkok. Les enquêteurs doutaient de la véracité de cette histoire. Il ne leur restait plus qu'à découvrir si la victime de la forêt était bien Bunchi Niehaus. Il a été très coopératif. Il nous a même donné des photos de famille afin de nous aider dans notre enquête. Les photographies n'étaient pas idéales, mais Michael Charney fit son possible. Comme la photo avait été prise d'un certain angle, il fallait retrouver exactement le même. Malgré les difficultés qu'il eut à faire concorder le visage sur la photo et le crâne, Michael Charney fut bientôt convaincu qu'il s'agissait bien de Bunchi. Quand nous avons appris que Charney avait réussi la superposition de la photo de Bunchi Niehaus et du crâne que nous avions découvert, l'enquête a pris une toute autre tournure. Nous savions maintenant qui était notre victime, et nous avions un suspect en la personne de M. Niehaus. Les enquêteurs découvrirent rapidement une série de faits incriminants. Richard Niehaus et sa femme avaient de violentes disputes. Richard avait pris plusieurs jours de congé en décembre 1983, au moment même où sa femme avait disparu. Peu après, il avait divorcé et retiré le nom de Bunchi comme bénéficiaire de son assurance vie. La police fit également une autre découverte. Nous avons appris qu'il avait été chef scout, ce qui le reliait directement au camp où nous avions découvert les ossements. Il avait été très actif dans le mouvement scout avec ses enfants pendant plusieurs années. Richard Niehaus était devenu le suspect numéro 1. Les enquêteurs décidèrent de le convoquer pour l'interroger à nouveau. Ils choisirent le moment avec soin. Niehaus était parti pour un week-end au camp des scouts, pas très loin du lieu où le corps de sa femme avait été enterré. Les agents informèrent Niehaus que les ossements découverts avaient été identifiés comme étant ceux de sa femme. Niehaus avoua qu'il avait poussé sa femme et qu'elle était alors tombée sur la tête. Lorsqu'elle l'avait menacé d'appeler la police, de le quitter et d'emmener les enfants avec elle, il s'était penché, avait placé sa main sur sa bouche et son nez et l'avait retenue ainsi jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Il avait ensuite caché son corps dans un congélateur. La raison pour laquelle nous ne trouvions rien dans les dossiers informatisés, c'est qu'il n'a jamais signalé sa disparition. Il avait raconté qu'il était allé la conduire à l'aéroport et qu'elle était repartie pour la Thaïlande. En fait, il l'avait assassinée, cachée dans son congélateur pendant 3 mois, puis il l'avait transportée au ranch scout pour l'enterrer. Richard Niehaus fut accusé de meurtre au 1er degré. Il purge une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le temps et les éléments avaient altéré le corps de Bunchi, ajoutant ainsi à la difficulté de retrouver son meurtrier. Mais parfois, il suffit de quelques heures pour perdre la piste à jamais. En septembre 1983, à Jacksonville, en Floride,